Un, deux. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le préfet. Bonsoir à tous. Vous pouvez vous asseoir, il reste quelques places. Nous allons commencer. Et nous allons commencer par accueillir Madame Christine Dulac-Rougerie, première adjointe de la ville de Clermont-Ferrand, représentant Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne vais pas être très longue, mais juste un mot pour vous dire que je suis ravie de vous accueillir tous ici à la Maison des Sports. En premier lieu, bien sûr, les organisateurs de cette magnifique soirée. Bien sûr, les femmes d'exception que nous avons la chance ce soir d'avoir et surtout, nous allons les écouter avec attention parce que leur parcours procure un grand respect. Mais cette maison des sports, c'est un peu le lieu symbolique de Clermont-Ferrand, puisque c'est la maison des sports qui accueille en général tous les sports, quels qu'ils soient, avec un événementiel important. Mais c'est surtout, ça a été au début, une épopée importante pour une équipe féminine qui, justement, a fait les beaux jours de cette maison des sports dans une, on va dire, dans une période moins médiatisée, mais tout aussi passionnante. Et donc, aujourd'hui, on revient là avec, je l'ai dit tout à l'heure, des femmes d'exception, mais ce n'est pas un hasard. On doit ça aussi, bien sûr, à monsieur Claude Michy. Il est parti? En général, c'est ça, il lance les trucs et après, il fait autre chose parce qu'il a autre chose sur le feu. Il a 20 000 choses sur le feu. Donc, c'est grâce quand même à monsieur Claude Michy et à toutes les présidentes des clubs féminins qui sont ici présentes et que je remercie également d'avoir intégré ce club Sport Féminin & Co qui nous fait bien avancer, en tout cas au niveau des pouvoirs publics. Ça nous fait bien avancer parce que ça nous permet de réfléchir autrement, de regarder comment l'accompagnement peut se faire d'une manière différente, mais égalitaire avec ce qui se passait avant. Donc, pour tout ça, moi, je suis ravie que vous soyez venus nombreux ce soir, parce qu'en général, tout le monde le sait ici, le sport féminin manque de médiatisation. Donc, on a besoin de ça pour continuer à avancer. On a fait quelques pas en avant. Il y en a encore d'immenses à faire, mais on y croit, tous ensemble, en tout cas à Clermont-Ferrand. Et pour en terminer, je veux dire que la politique de la ville de Clermont-Ferrand et de Clermont Métropole, c'est surtout d'avoir un fil rouge justement concernant le sport féminin. Et ça, il faut qu'on arrive non pas à le dire en parole, mais en le posant en acte. Et l'acte, pour en finir et pour boucler la boucle, l'acte, ce sera d'essayer, je dis bien d'essayer, parce que je pense que là aussi, ça prendra un petit peu de temps, mais d'essayer de faire en sorte que la Maison des Sports soit le centre du sport féminin, installé avec un centre de formation ou des centres de formation un petit peu éclatés, mais en tout cas que ce soit le lieu à nouveau du sport féminin. Merci, passez une très bonne soirée. Il est là. Et merci. Madame Anne Patz, pour l'École supérieure de commerce, c'est ça, ESC, je n'ai pas fait d'erreur. Merci Claude. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là ce soir. Permettez-moi d'abord de remercier la ville de Clermont-Ferrand, monsieur le maire, madame Rougerie-Dulac, pour leur invitation dans ce lieu symbolique, vous l'avez précisé tout à l'heure, Christine, mais aussi d'excuser l'absence de notre directeur général, monsieur Richard Soparno, qui est en déplacement à l'étranger. Je souhaiterais personnellement remercier Claude Michy pour son énergie fédératrice, son enthousiasme à rassembler
ceux qui œuvrent de façon commune pour le développement du sport féminin et pour surtout son rayonnement sur notre territoire et bien au-delà. Ce qui nous anime aujourd'hui, tous ici, peut se résumer en 3 mots: sport, territoire et femmes. Notre école, plus que centenaire, fortement ancrée dans son territoire, a développé depuis 2017 une filière sport-business. La volonté de l'école est d'accompagner le monde sportif en général et de multiplier les partenariats ou les événements. L'objectif, participer au développement d'un écosystème vertueux qui permettra aux clubs locaux d'attirer de nouveaux talents grâce, entre autres, à une offre de formation et un accompagnement global. Ainsi, les clubs et l'école travaillent main dans la main pour permettre aux joueurs de se révéler, de trouver un équilibre entre projets sportifs et projets professionnels et académiques. L'école suit chaque année, en moyenne, sur l'ensemble de ses programmes, plus de 50 sportifs de bon et haut niveau dans leur double projet. Et puis, l'école, depuis sa création, en 2017, a souhaité en priorité, et je pense que Mylène et ici Marie et Claude s'en souviennent, participer tout de suite à la promotion du sport féminin et surtout à la mise en valeur de ses acteurs. C'est pourquoi nous sommes très honorés, et moi particulièrement très touchée, de pouvoir ce soir être avec Sport Féminin & Co, organiser cette table ronde et mettre en lumière ces femmes d'exception, figures de notre territoire. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à toutes et tous. Vous allez bien? Bon, parce que nous, on est là pour représenter Sport Féminin & Co. Nous sommes ravis et très honorés de pouvoir vous accueillir ce soir à la Maison des Sports pour une conférence avec des femmes exceptionnelles. Nous parlons sans cesse d'égalité dans le sport, mais nous oublions de parler de sport au-delà, de l'égalité, du partage de responsabilités, de la visibilité, de la notoriété. Et en fait, pour comprendre le sport féminin, il faut apprendre à le connaître. Le connaître, c'est venir à sa rencontre, le découvrir, partager des moments incroyables sur le sport féminin, apprendre à l'apprécier. Mais c'est aussi donner des responsabilités aux femmes, croire quand c'est possible, réussir dans des domaines inattendus. Et c'est tout simplement oser et faire de notre différence une force. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas là par hasard. Vous l'avez compris, un homme qui croit en l'humain, qui croit aux hommes comme aux femmes, et surtout aux femmes comme aux hommes, qui a l'audace et le courage de croire en sport féminin et en ses valeurs. Cet homme, c'est Claude Michy, qui croit en la mutualisation des 5 clubs, qui veut nous voir grandir et qui veut nous voir grandir ici, sur notre territoire, à Clermont-Ferrand. L'union fait la force. Alors, Marie, c'est quoi Sport Féminin & Co? Sport Féminin & Co, c'est déjà une belle aventure parce que c'est la réunion de 5 clubs féminins sur notre territoire. C'est unique en France. Comme tu l'as dit, c'est Claude qui a eu cette initiative. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir mutualiser, de pouvoir déjà se rencontrer. Parce qu'à la base, on ne se connaissait pas les uns les autres. Et on a pu se rendre compte qu'en fait, tous les clubs féminins, on a les mêmes envies, les mêmes problématiques et les mêmes objectifs. Donc, c'est très important pour nous, bien sûr. Alors, on est 5 clubs. On a le volley, ici présente. On a le HBCAM. On a le Clermont Foot. On a aussi l'ASM Foot et on a l'ASM Romagna Rugby Féminin. Alors, je vais demander au président de nous rejoindre pour rapidement présenter chaque club. Oui, oui. Vous montez. Oui, oui. Juste pour présenter, parce que c'est important pour nous aussi. On n'est pas que toutes les deux. Non. C'est cette réunion qui est importante et qui est unique en France. Allez, vas-y. C'était pas tout à fait prévu, mais… Bonsoir à tous. Céline Pégas et Christophe Roch, les coprésidents du HBCAM 63, club de handball résident à la Maison des Sports. Nous sommes donc un club de handball avec 4 équipes en D2, N2, U17 et U16. Et nous représentons environ 1000 licenciés féminines sur tout notre
territoire avec les 13 clubs partenaires qui sont avec nous. Bonsoir, je suis Patrick Sicard, je représente le Clermont Foot 63. Pour vous dire que notre aventure a démarré au niveau du sport féminin il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement plus de 160, nous avons plus de 160 licenciés au sein de notre section, que notre club va être primé très prochainement par la fédération pour l'obtention du label Son école de foot féminine et que nous avons été classés premier club de par ses effectifs dans toute la région Aura l'année dernière. Et l'aventure continue avec l'accession cette année de nos 2 équipes seniors, la première en division 2 nationale et la deuxième qui était en R2, en régional 2, en R1. Et à la porte du championnat national, nos jeunes U18 qui commencent régulièrement à alimenter notre équipe première puisque notre projet est avant tout basé sur la formation des jeunes et des jeunes filles locales. Bonsoir à tous. Jean-Michel Rebéry, donc je suis le président de la section football de l'ASM. Cette section a une particularité, c'est-à-dire qu'elle ne fait que de la formation jusqu'à 18-19 ans. Nous avons créé récemment, enfin il y a 3 ans, juste avant le Covid, un pôle féminin. Actuellement, nous avons 104 filles et nous avons 7 équipes engagées dans les différents championnats. Voilà, nous sommes donc un club, un pôle qui est jeune, qui a encore évidemment besoin, j'allais dire, de se structurer, mais nous avons quand même déjà, d'ores et déjà, une équipe de U18 filles qui évolue dans le plus haut niveau du championnat régional. Et ce championnat régional, c'est le championnat Aura. Et donc, c'est déjà des niveaux qui sont très conséquents vu la densité des clubs amateurs et puis des clubs professionnels. Voilà. À toi, Mylène, tu nous présentes le volley. Alors, le volley, nous jouons en première division, top 14 français. Nous avons 250 licenciés et une dizaine d'équipes. Et vous avez ici 5 joueuses de l'équipe sur 10, dont 5 font partie de l'équipe de France et dont on est très fiers. Marie, rugby. Voilà, rugby, l'ASM Romagna, rugby féminin, 3 titres de championne de France, le dernier en 2021. Et puis la formation, on évolue forcément en élite 1, c'est le plus haut niveau national. La formation avec le projet de labellisation du centre d'entraînement qu'on est en train de monter auprès de la Fédération française de rugby. Donc plein de projets pour nos clubs et plein de projets avec des événements pour cette semaine, pour demain déjà. Oui, Marie, les actualités. Alors, pourquoi cette conférence? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, demain, le match du Clermont Foot contre Rennes. C'est ça, hein? Oui, je ne me suis pas trompée. Contre Rennes, il y aura donc une fan zone avec une mise en avant du sport féminin. Oui, une fan zone. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. Une fan zone, donc, où on pourra voir des ateliers de sport féminin. Et puis, samedi, le volley. Ici, d'ailleurs. Ici, Maison des Sports, 19h, avec 40 circassiens. On va faire le cirque et on va mettre le feu à Maison des Sports contre le Canet, double champion de France, titré championnat de France, Coupe de France. Et après, la semaine d'après, les événements avec aussi le Clermont Foot et puis Romagna et le HBCAM. 9 matchs vous attendent en 7 jours. On a besoin de vous. Donc voilà, le sport féminin en avant sur notre territoire. Riche, oui. Donc, en conclusion, à l'heure des Jeux Olympiques de 2024, vous le savez, on nous parle de parité hommes-femmes, de 50% de sportives femmes, 50% de sportifs hommes. Le sport féminin dans les médias représente moins de 20%. Alors, quel est l'avenir du sport féminin? Nous, on rêve d'un sport féminin plus serein, plus fort et plus visible. Donc, cette conférence va nous permettre de mettre l'accent sur des femmes à des parcours d'exception, mais qui ont des horizons différents. Vous allez voir des femmes sportives de talent, des femmes à exploit médiatique mondial, des femmes journalistes, une femme directrice d'événements, une femme entraîneur, coach, sélectionneur, femme dirigeante. Vous l'avez compris, des femmes à parcours différents.
Mais pour nous, comme dirait Saint-Exupéry, dans le sport féminin, il faut viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Alors nous, notre étoile locale est là pour mettre de la hauteur dans notre conférence. Vous l'aurez compris, c'est une dédicace à Renaud qui va nous rejoindre. Mais juste avant, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements et un remerciement tout particulier à Monsieur le Préfet, ici pour sa présence, à Madame Christine Rougerie-du-Lac pour son soutien sans faille au sport féminin, à l'ESC ici présent qui nous accompagne dans ce projet sans qui nous ne serions pas ici, et puis à l'ensemble des équipes et des fonctionnements qui nous ont permis de nous organiser, nos partenaires de Sport Féminin & Co, puisque nous avons besoin d'aide et de soutien et qui, je l'espère, ce soir, nous allons en recruter d'autres. Et puis à l'ensemble des élus et des personnalités et toutes les personnes ici présentes qui croient en l'avenir du sport féminin. Merci beaucoup. Renaud, on te tend la perche. Elle était facile. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bon, d'abord, bravo Mylène, j'ai vu que tu avais bien préparé ton sujet. Vous allez vous demander sûrement qu'est-ce que je fais ici, même si j'ai annoncé que je ne pouvais pas faire de saison il y a une semaine. Je n'ai pas encore pris ma retraite. Donc voilà, c'est juste prendre un petit peu de temps pour bien me repréparer. Et puis du coup, prendre aussi du temps pour préparer l'événement que j'organise également aussi à la Maison des Sports, le All-Star Perche. Comme tu disais, Christine, c'est une vraie salle multisport et on a la chance d'avoir un outil très exceptionnel et il faut en profiter pour le mettre en avant. Pour faire un petit peu court, il va y avoir le nom d'une personne qui va être très redondant ce soir. C'est le nom de Claude Michi, qui, pour vous donner un petit peu le pourquoi du comment je suis présent. Il y a de ça un mois et demi, il me passe un petit coup de fil. Il me dit, écoute, Renaud, tu sais, on a monté cette association Sport Féminin & Co. Et on va organiser une petite table ronde. Et voilà, plutôt que d'inviter une journaliste pour organiser ça, on avait pensé à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, bon, j'aime bien les challenges. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, je te tiens au courant. Et une semaine après, il m'envoyait déjà le planning. Me dire, écoute, voilà, ça va être tel jour, ça va se passer comme ça. Donc, j'avais bien compris que du coup, j'avais dit oui et qu'il fallait honorer cette présence-là. Et puis, accessoirement, j'ai quand même la chance, du coup, ce soir d'être avec 3 femmes qui ont vraiment un parcours extraordinaire. J'ai passé un peu de temps avec elles, évidemment, pour préparer. Je ne suis pas venu les mains dans les poches. Et il va falloir qu'on se fasse court. On pourrait y passer, je pense, des heures, tellement c'est passionnant. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de très, je dirais, voilà, on est un peu à la bonne franquette, on est à Clermont, on est entre nous. C'est vraiment de pouvoir un petit peu vous raconter les histoires et surtout, ce qui est très important, c'est de montrer que ce n'est pas parce que c'est du sport féminin que ça doit partir avec un handicap et que ce n'est pas parce que c'est des sports aussi masculins qui doivent avoir tous les privilèges. Et là, on a vraiment des femmes qui montrent qu'il y a du caractère et que l'on soit un homme ou une femme, on n'a pas, je dirais, on n'a pas d'handicap à rêver grand, comme disait Mylène encore une fois. donc voilà, je vais demander à Corinne Diacre, Marion Rousse et Alice Modolo de me rejoindre et je vais entamer les présentations. Du coup, je vais vous faire une petite présentation brève de ces 3 femmes avant d'entamer, on va dire, les discussions. Donc, je vais commencer par toi, Corinne. Je vais récupérer mes fiches au cas où. Mais normalement, je suis bon. Je soufflerai. Donc, Corinne est originaire du Nord, mais elle est un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, je suis charendais de base, adoptée clermontois. Et Corinne, elle a été adoptée charentaise très tôt. Donc, on a un vrai lien commun. Elle a commencé le football très jeune en tant que joueuse. Elle a gravi tous les échelons en tant que joueuse, représentant même l'équipe de France. Et une page s'est tournée définitivement quand un certain
Claude Michy, est apparu et l'a propulsé à la tête du Clermont Foot. Et après, toute l'histoire, je dirais, on la connaît. Ensuite, nous avons Alice Modolo, qui, elle, est originaire de Clermont-Ferrand, pure et dure, qui de base n'est pas forcément sportive et qui découvre le sport par l'apnée très tard. Il me semble que tu avais 23 ans, 24 ans, donc comparativement à nous, parce que je peux m'inclure là-dedans, c'est vraiment en retard. Mais du coup, tu as eu une telle détermination, tu as été, je dirais, subjugué un petit peu par l'attrait des grands fonds. Et ta détermination t'a permis d'atteindre la distance vertigineuse des 100 mètres en plongée bipalme l'année dernière. Et à en croire, c'est pas encore fini. Donc voilà, encore un parcours assez incroyable. Et ensuite, Marion, donc toi aussi, tu es originaire du Nord, mais tu n'as pas été adoptée en Charente, malheureusement. D'accord. Pas encore. Donc toi, tu es tombée dans le vélo toute jeune, une famille qui faisait beaucoup de vélo, donc on imagine que c'était très facile d'y aller. Une carrière en tant que cycliste professionnel relativement courte par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et donc, très tôt, tu as basculé de l'autre côté, du côté médiatique, en étant consultante pour France TV depuis 2017 et maintenant, depuis un an, directrice du Tour de France féminin, dont on aura la chance cet été d'avoir le départ de cette étape, de cette belle compétition à Clermont-Ferrand. Donc voilà, l'objectif, on va commencer par Corinne. On n'ira pas plus loin, ne me regarde pas comme ça. L'objectif un petit peu de la soirée, c'est vraiment de passer un petit peu par les étapes qui ont fait du début jusqu'au au moment un petit peu phare et de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, quels ont été les moments un peu clés, parce qu'on a tous besoin d'un moment clé pour soit faire le grand pas, soit rester chez soi et puis du coup rester derrière son écran. Mais là, ces trois femmes-là ne sont pas restées derrière leur écran, tout du moins au début. Et du coup, voilà, Corinne, raconte-nous un petit peu comment le foot est arrivé dans ta vie et pourquoi. Moi, le foot, c'était simple. C'est une histoire de famille. Mon père était joueur de football de niveau district, mes oncles également. Et mon père ensuite était entraîneur et donc il était éducateur le mercredi après-midi. Et au lieu de me mettre chez la nourrice, il m'emmenait avec lui sur les terrains et j'ai commencé ramasseuse de balles. Voilà, mon parcours a commencé là. C'est un bon début. Exactement. Et toi, Alice, Ben un moi, parcours un peu différent, je crois. Oui, moi, mon histoire, c'est pas, voilà, je suivais pas mes parents dans un sport, c'était plutôt au cabinet dentaire. Mes parents sont tous les deux chirurgiens dentistes et donc ils m'ont transmis aussi cette passion. Donc je suis devenue chirurgien dentiste et l'apnée est venue très tardivement parce que je voulais trouver mon sport passion. Et dans les bassins de Coubertin, je vois des apnéistes et là, je me dis, waouh, ce qu'ils font paraît complètement fou. Je veux essayer et c'est comme ça que je tombe amoureuse de cette discipline à Clermont-Ferrand. Et donc, avant de découvrir, tu n'avais jamais entendu parler de l'apnée? Alors, bien sûr, j'avais vu le Grand Bleu, mais c'est comme j'étais tellement loin de la mer, ce film m'avait plu, mais m'avait pas forcément envie de donner envie de faire de l'apnée. Et non, ouais, c'est vraiment, je suis allée sur Internet, je me suis dit, mais c'est impossible. Et en même temps, j'étais en train de faire mes études de médecine, et donc je comprenais aussi le pouvoir, le potentiel du corps humain. Et c'est ce qui m'a tout de suite fascinée. L'apnée, c'est la seule discipline où on se prive d'une fonction vitale. Et je me suis dit, comment c'est possible? Comment on peut faire ces distances, cet effort sans respirer? Et ça m'a donné envie de le découvrir, de découvrir comment on peut utiliser son corps et l'amener aussi loin. Et donc, on change encore de contexte avec toi, Marion. Toi, comme je disais, tu as découvert le vélo très, très tôt.
Et du coup, raconte-nous un petit peu ces premiers pas, ou tout au moins ces premiers tours de roue, on va dire. C'est vrai, j'ai commencé très jeune la compétition à l'âge de 6 ans. Alors, comme Corinne, je viens d'une famille de cyclistes. Mon père était coureur en première catégorie et mes cousins étaient tous les deux professionnels. Et j'en ai eu marre tout simplement d'aller les voir sur le bord des routes. Moi qui étais une enfant pleine de vie qui avait besoin de me dépenser, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie de faire du vélo. Et donc je me souviens que mon père est rentré une fois du travail et je lui ai dit, écoute papa, je veux faire du vélo, j'ai envie d'aller me chercher une licence. Et il m'a dit, écoute, il est hors de question, c'est un sport tellement difficile déjà pour les hommes. Je ne me vois pas inscrire ma fille, surtout à ton âge. Donc, c'est hors de question. Bon, j'étais déjà un peu têtue à cet âge, donc j'y suis allée en cachette, aidée par ma mère. Et le lendemain, je lui ai montré ma licence que j'avais été récupérée. Tout de suite, il m'a prévenu en disant que c'était bien une licence, mais qu'il n'irait pas sur les courses toutes les semaines et qu'on allait prendre notre temps. Et bon, la semaine d'après, il était déjà présent pour moi et ça a été mon entraîneur et mon plus grand supporter encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que le cyclisme, ça a été toute ma vie, ça le reste encore actuellement. C'est ma passion et ça m'a apporté tellement de choses, ça a forgé la femme que je suis. Mais ça a surtout forgé la personne que je suis devenue. Ouais, alors, je comprends bien un petit peu ce que vous pouvez dire, parce que j'ai eu aussi je dirais des débuts un petit peu similaires. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de savoir un petit peu comment on passe de la découverte à un moment donné, on est tous amenés à rêver d'être le grand champion que l'on peut croiser, que l'on peut voir à la télé, avec tous ces objectifs-là. Marion, qu'est-ce qui a fait que, à partir de ta première licence à 6 ans, tu t'es retrouvée un peu plus de 10 ans après, une des meilleures de France et à rouler de plus en plus vite? Des fois, on a besoin de plusieurs sports pour essayer de trouver le bon. Et finalement, moi, j'ai tout de suite trouvé ma voie. Et je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire autre que du cyclisme. Bon, c'est même un peu triste, parce que si ça n'avait pas marché, je ne sais pas où j'en serais à l'heure actuelle. Mais ouais, c'était dans mes gènes, dans mon ADN. Et tu passes les étapes tout simplement. C'est vrai qu'aucun sport pratiqué à haut niveau, tu peux le faire en dilettante. Donc, dès mon plus jeune âge, c'est de la rigueur que tu t'imposes. C'est une vie aussi différente des autres enfants que tu peux croiser et avec qui tu partages l'école. Nous, il n'y a pas de soirée quand tu évolues et que tu deviens adolescent. C'est pas une question de genre, que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de secret. Il faut être sérieux si tu as envie de réussir. Et ça m'a jamais manqué, surtout cette vie peut-être que j'ai loupé, ces sorties entre copains, parce que j'avais l'impression tout simplement d'être à ma place et d'être heureuse dans ce que je faisais. Et toi, Corinne, ces débuts un petit peu sur les premiers terrains de foot, jusqu'au moment où tu as vécu X sélections en équipe de France. Est-ce que tu as eu dans ta jeunesse un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit c'est le foot et rien d'autre, pour ensuite passer les étapes suivantes? Alors moi, je suis un peu comme Marion. Mon père voulait pas que je fasse du foot parce que c'était pas pour les filles. Je pense bien dans les années 80. Je suis mal barré avec ma fille. Alors. Voilà, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'inverse. Donc aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, les petites filles, elles ont des modèles féminins. Donc c'est plus facile aussi pour s'identifier. Donc mon père ne voulait pas que je fasse de football et donc j'ai fait de tout. J'ai fait de la gym pour faire plaisir à maman, bien évidemment, et mon père m'a laissé aller au foot, mais il m'a dit ne t'inquiète pas, ça va pas durer. Jusqu'au jour où il m'a vu bien évidemment taper dans un ballon avec un peu d'aptitude quand même, lui qui était quand même éducateur de foot. Et après, finalement, il m'a donné les moyens d'arriver à mes fins. Déjà, on a changé de club. On faisait 200 km tous les week-ends parce qu'on habitait dans la Creuse à ce moment-là et on allait jouer déjà à Soyaux. Donc, c'était tous les week-ends, on était sur la route, quoi.
Donc, ma pauvre petite sœur, elle, n'a pas pu avoir de carrière sportive puisqu'il fallait me suivre. Donc, je la remercie aujourd'hui parce que c'est vrai qu'elle a un peu subi toutes ces conséquences. Et après, sinon, moi, je me suis jamais dit, je savais même pas qu'il y avait une équipe de France à ce moment-là. Moi, j'étais épanouie dans le football. Dès que je rentrais de l'école, j'allais taper dans le ballon. Je n'étais bien que comme ça. Donc, je ne savais même pas que l'équipe de France existait. Je savais juste qu'il y avait un bon club à Soyaux, en première division. Et je me suis donné les moyens, en tout cas avec mes parents, parce que s'ils ne m'avaient pas véhiculé à ce moment-là, je n'aurais pas pu faire la carrière que j'ai fait. Et donc, toi, Alice, la jeunesse sportive, tu n'as pas connu comme Marion et Corinne. Mais qu'est-ce qui a fait justement que tu as pu basculer quand tu étais encore en train de faire tes études, où on sait que c'est un moment qui est très important, que ce soit pour un homme ou pour une femme, mais on sait que c'est quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu es parti dans le sport et dans l'apnée pour avancer encore plus loin? J'ai mis du temps à comprendre que le sport, c'était extraordinaire. Et pour la petite histoire, c'est la Coupe du monde de football de 98 qui me fascine, ces joueurs, l'émotion qu'ils vivent, la manière dont ils se transcendent, m'a fait dire, moi, je veux vivre ça. Parce que vraiment, mes parents essayaient de me faire tous les sports, de la danse, du judo, de la natation. Je refusais tout. Et donc, quand j'ai vu cette Coupe du monde 98, où je me fais vraiment transporter par ce qu'ils arrivent à partager, à ce moment-là, je me dis, oui, je veux trouver mon sport. Mais trouver son sport, c'est pas si simple. Et donc, j'ai recommencé à courir, à aller faire un peu de natation, à faire de la danse. Et vraiment, je voulais ce coup de foudre. Et l'apnée, ça a été ça. En fait, j'ai même pas réfléchi. Très vite, je me suis fait repérer par le président du club d'apnée. Je me suis retrouvée au milieu que de mecs. Je me suis vue dans des minibus. Et c'était vraiment ce qui m'offrait une soupape à côté de mes études. Ça a été extraordinaire parce que finalement, j'étais heureuse de vivre ça tardivement, chose que j'avais jamais vécue jeune et adolescente, de vivre ça là sur le tard. C'était extraordinaire, quoi, de me lever à 5 heures du matin, de partir en minibus, faire la compétition, alors que jamais j'aurais pu croire que ça allait me plaire et que ça allait me permettre de me révéler. Et après, je me suis laissée vraiment porter. Bien sûr, ma voie, elle était toute tracée. Je devais reprendre le cabinet dentaire de mes parents. Donc déjà, de refuser de reprendre le cabinet de mes parents, ça a été une étape. De déménager, ça en a été une autre, jusqu'à en arriver à arrêter mon métier. Donc, c'est sûr que ça m'a pris un petit peu de temps parce que c'était pas évident. Vous êtes tombé tout de suite dans votre discipline. Moi, il a fallu que je me déracine de chez moi, que je me coupe de ma première passion, puisque mon métier de dentiste, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai vu que à travers mon sport, je pouvais servir d'exemple. Je vais raconter une petite anecdote parce que ma petite nièce est là. Un jour, elle me dit, mais Alice, mais quand est-ce que tu vas travailler? Parce que l'apnée, ce n'est pas un métier. Et donc, aujourd'hui, je suis très fière de lui montrer qu'il faut croire en ses rêves, il faut se laisser porter par ses ressentis. Et puis, quand la voie n'est pas tracée, eh ben, on peut se la tracer soi-même. Ouais. Tu commences à mettre la barre haute déjà là. Du coup, ça permet de rebondir un petit peu justement sur les prises de décision qui ont été très importantes pour toi, comme tu nous l'as dit. J'ose imaginer forcément, Marion, Corinne, vous avez aussi, à un moment donné de votre vie, une prise de décision qui a été tranchante. Marion, qu'est-ce qui a fait à un moment je dirais que tu as dû prendre un choix un peu crucial? Il y en a eu plusieurs, hein. Durant ma carrière, évidemment, j'ai quitté la France pour poursuivre mes études, tout en essayant de m'aménager du temps pour continuer à performer sur mon vélo.
Évidemment, quand tu es sportif de haut niveau, tu n'es pas souvent à la maison, donc tu quittes papa et maman très tôt, tu évolues aussi plus vite, tu grandis plus vite que les autres enfants. Et ce qui a vraiment été impactant pour moi, ça a été ma décision d'arrêter ma carrière assez tôt, à l'âge de 24 ans, tout simplement parce que le cyclisme féminin que l'on connaît à l'heure actuelle n'était pas du tout le même lors de mon époque. Moi, j'étais cycliste professionnelle, mais j'avais de professionnel que le mot, hein, parce qu'il fallait que j'aille travailler la journée. J'étais employée de mairie pour avoir un salaire et pour pouvoir vivre. Et donc, le matin, j'allais m'entraîner, les après-midi, j'allais travailler, je récupérais jamais. Et à cette époque, il y avait peut-être 4-5 filles dans le peloton, allez, 6, qui étaient rémunérées à 100% pour faire du vélo. Et évidemment, on n'avait pas le niveau pour suivre. Et on ne pouvait pas prétendre gagner ou performer à ce niveau. Et est venue à moi finalement, quand je suis devenue double championne de France espoir et élite, cette opportunité de faire un plateau télé, un peu par hasard, pour parler du cyclisme féminin, mais également commenter le Tour des Flandres, je me souviens. Et ils se sont dit, tiens, celle-là, elle sait bien parler vélo quand même. Heureusement, j'en ai fait depuis l'âge de 6 ans, donc j'ai assez galéré sur un vélo pour savoir en parler. Et ils se sont dit, je ne sais pas si tu es passionné de cyclisme, est-ce que ça te dirait de commenter la Vuelta qui commence dans quelques semaines avec nous pour Eurosport? Et je me suis posé quelques questions parce que du cyclisme masculin commenté par une femme, ça n'existait pas, ça s'était jamais fait, hein, que ce soit en France ou nulle part ailleurs. Et je me suis demandé si les gens étaient prêts à entendre une voix féminine, tout simplement leur dicter un peu le sens de la course. Et comme j'ai quand même un tempérament de fonceuse, bon, j'ai quand même cogité pas mal de temps, j'ai mal dormi, mais j'y suis allée quand même. Et je me suis vraiment épanouie dans ce nouveau boulot. Ma peur vraiment, c'était que les gens pensent quand ils ouvrent leur télé qu'on avait envie de mettre une femme encore à cette place-là parce qu'il fallait mettre une femme, mais que je n'avais pas les compétences pour. Et ça, j'ai vraiment tout de suite voulu prouver à tout le monde que si j'étais là, ce n'était pas une question de genre, mais parce que j'avais ma place. Et les gens ont tout de suite été bienveillants parce que, évidemment, je pouvais en parler aussi bien que Jaja, Laurent Jalabert, qui commente avec moi depuis 2017. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne font même plus le distinguo entre moi et Laurent et que c'est devenu naturel et que d'autres femmes sont venues maintenant commenter du cyclisme masculin. Et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ça a été une décision quand même assez dure pour moi de décider d'arrêter à un moment ma carrière parce que je ne pouvais plus suivre. Et bien sûr, d'où l'importance aussi d'être en mesure d'avoir les compétences et non pas juste la présence pour être à un poste. Et donc forcément, Corinne, toi, c'est quelque chose qui est aussi très important quand tu vas nous raconter ça mieux que moi, mais il est évident que quand Claude te fait une proposition que tu ne peux pas refuser, j'imagine que ça déclenche beaucoup de choses. Proposition décente. Quand ça vient de Claude, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'avant ça, dans mon parcours de joueuse, puisque le football pratiqué par les femmes à mon époque, même si je ne suis pas très âgée, mais quand même, ça fait quelques années que j'ai arrêté de jouer, il n'y avait pas d'argent. Donc, il fallait faire des études à côté. Et pour payer ces études, il fallait travailler tous les étés et en même temps se préparer physiquement pour jouer un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Donc, il y avait quelques sacrifices. C'est vrai que les soirées étudiantes, on ne sait pas ce que c'est. Les soirées entre les copains et les copines, on ne sait pas ce que c'est non plus. Mais on a fait des choix, on a fait des sacrifices et ça a payé. Donc, il n'y a pas de regret. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle de ma carrière de joueuse, comme on n'était pas payé pour jouer, j'ai passé mes diplômes dès l'âge requis, donc à savoir dès 18 ans. Et à un moment donné, j'avais presque tous les diplômes, sauf l'entraîneur des gardiens de but, puisque je n'étais pas spécialiste, et le préparateur athlétique, puisque ça ne m'intéressait pas forcément. Donc, je suis allée voir les 2 formateurs du brevet professionnel à Clairefontaine, savoir si je pouvais intégrer la formation, juste intégrer la formation, juste pour me former, et parce que j'étais curieuse de savoir comment ça se passait dans le monde pro, en Ligue 1 et en Ligue 2 et chez les garçons, puisque nous, on n'avait pas de référence chez les femmes. Et puis après l'obtention de mon diplôme, alors même si quand Elena Costa a été nommée, je n'étais pas encore diplômée.
Donc, et quand le président m'appelle, donc 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, effectivement, là, ma vie professionnelle bascule parce que déjà, je m'y attendais absolument pas, puisque moi, je suis allée passer le brevet professionnel juste pour enrichir mes connaissances et absolument pas, je ne pensais absolument pas pouvoir à un moment donné postuler dans le monde professionnel. Donc là, avec ma famille, on s'est posé, on a pris un papier, hein, mais vraiment, clairement, c'était ça. On a fait 2 cases, une plus, une moins, et on a pesé les pour et les contre. Et puis, les pour l'ont emporté. Et donc, du coup, 2-3 jours après, je rappelle le président pour venir visiter les installations. On a mangé tous les deux au restaurant et je sais qu'il m'avait réservé une très belle chambre au Kyriat Prestige. Sauf que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai repris la route à 4 heures du matin, ça, il ne le sait pas. J'ai repris la route à 4 heures du matin, je n'arrivais pas à fermer l'œil et je suis rentrée chez moi. Et du coup, 2 jours après, je l'ai rappelé et je lui ai dit oui. Voilà. Et j'ai dit, dimanche soir, je serai à Clermont-Ferrand pour attaquer les entraînements le lundi matin. Et du coup, dans ces moments-là, on est toutes les trois, vous êtes dans un environnement qui est quand même très masculin, très dominé par le sport des hommes. Et on imagine forcément qu'on se met des barrières. Déjà, nous, que sportifs, on va pas forcément parler du genre, mais en tant que sportif, on a tendance à se mettre aussi des barrières parce qu'on a toujours la peur de l'impossible, etc. Là, vous êtes presque, je dirais, face à un double défi. Le premier défi en tant que personne d'aller se dépasser et en plus le fait d'être dans quelque chose où aucune femme ne l'a fait auparavant. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez réussi à atteindre, on va dire, ce côté exceptionnel que très peu ont pu faire par le passé et même ne font encore pas très souvent. C'est peut-être le parcours qui fait ça, mais quand j'ai commencé la compète à l'âge de 6 ans, j'étais bien la seule fille au départ présente, entourée autour d'hommes. Donc, heureusement que je ne me suis pas posé tant de questions que ça, que je ne me suis pas mis de limites ou de barrières. Ça m'importait peu, en fait, finalement, ce que je pouvais entendre sur moi, parce que ce que je voulais faire, c'était me montrer, me prouver aux autres que j'étais à ma place et que je pouvais battre les garçons. D'ailleurs, quand tu es jeune et que tu bats les garçons, c'était pas forcément les garçons qui étaient tristes, mais plutôt les parents. Moi, j'ai vu des parents parfois pleurer sur la ligne d'arrivée parce que j'avais gagné la course. Et finalement, tu t'imposes aussi par tes actions et par tes gestes. Et j'ai appris ça très jeune, très tôt, de par mon environnement. Et j'ai continué vraiment avec cette philosophie dans mon métier actuel, donc de consultante, où c'est vrai, le milieu des médias, il y a beaucoup de journalistes, hein, c'est pas toujours évident, même entre hommes, entre eux, on n'est pas toujours sympa. Mais à partir du moment où tu restes droite, que tu sais de quoi tu parles, que tu parles surtout avec le cœur, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Et ce nouveau rôle de directrice de course du Tour de France Femmes, c'est exactement la même chose. J'arrive dans un milieu que je connais, où j'ai fait mes preuves et je ne m'arrête pas un peu à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit, que ce soit des flatteries également. Je n'ai pas l'impression, on est à une table avec des femmes de parcours d'exception et je ne me trouve pas un parcours d'exception parce que pour moi, ça a été juste la normalité. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre de ma passion. Je sais ce que c'est. Je viens de mes parents viennent. Voilà, on est d'un milieu ouvrier. Mes parents, ils se levaient pour faire un boulot qu'ils n'aimaient pas. Et ils étaient beaucoup plus courageux que moi actuellement. Actuellement, je fais un boulot qui n'en est pas un pour moi. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus d'exception aujourd'hui que moi. Ouais. Bravo. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui nous caractérise toutes les trois, c'est qu'on était très têtus et rebelles. Et du coup, on a tracé notre voie. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Marion. Moi, il y a eu cette difficulté-là où, en effet, je me suis longtemps reposée sur la vie des hommes. J'attendais qu'ils me donnent leur aval pour évoluer.
Et c'est vraiment moi qui me mettais ce frein-là, mais je ne m'en rendais pas compte. Et dès l'instant où j'ai osé assumer mes compétences et assumer d'avancer à contre-courant, ça allait beaucoup plus vite. Donc, peut-être des fois dans notre éducation, on a trop souvent tendance à demander l'autorisation d'exister. Et ça m'incombait à moi, et c'est un peu le message que je voudrais partager aussi aux jeunes femmes, aux jeunes filles, d'assumer le ressenti et ce qu'elles veulent mettre en place. Et chacun a sa part du boulot à faire. Et dans ma discipline, je considère que les hommes ont ouvert la voie et ont montré plein de choses, mais on a plein de choses aussi à montrer, et que les deux peuvent se faire écho, et on peut faire évoluer encore notre sport à plus grande échelle. Moi, je ne suis pas un sport reconnu comme le football et le cyclisme, donc il y a tout à faire. Et la place de la femme a un rôle très important, parce que ça permet d'ouvrir d'autres champs de compétences. Et ce sport qu'est l'apnée, je trouve qu'il peut être enrichissant dans plein d'autres sports, parce qu'il met bien en évidence ce que c'est l'engagement, la force mentale, de descendre comme ça sans respirer, tout seul au fond de l'eau. Et ça, on arrive bien à le mettre en relief. On dit bien que la différence, elle se fait sur le mental, mais des fois, c'est difficile à matérialiser dans différents sports. Des fois, il faut atteindre des heures et des heures d'entraînement pour aller dans le dur. Nous, on est tout de suite dans le dur. On se prive de respirer. Donc, ça montre tout de suite l'engagement mental. Et donc, je pense qu'on a des petites choses à partager, je pense, dans les différents sports. Et une ressource qui me paraît aussi très intéressante, c'est la respiration, le souffle, qui nous aussi est la première chose qu'on doit utiliser pour performer. Et j'ai la chance de plus en plus de partager avec des sportifs de tous les horizons. Et je pense qu'il y a une marge encore de progression là-dessus colossale, et pas que, dans le monde de l'entreprise aussi. Donc, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, de parler de la respiration. Et du coup, tu nous parlais de mental. Je te rejoins complètement sur le fait que c'est pas palpable. On ne peut pas savoir comment on peut l'identifier exactement. Est-ce que toi, dans ta préparation pour descendre le plus bas possible, le mental a été une force, tu l'as travaillé, ou c'était quelque chose de naturel, et auquel cas, je dirais, tu n'as fait qu'entretenir? Alors oui, c'était quelque chose d'assez naturel, et l'avantage d'être né au milieu des volcans, de ne pas avoir fait de sport et de ne pas être aquatique, quand je me suis retrouvée dans la piscine de Coubertin à être douée, je me suis dit, bah, il y a forcément autre chose. Si j'ai pas tout ça, si je parais complètement pas du tout prédisposée à faire ça, c'est qu'il y a forcément autre chose. Et bien sûr, tous les apnéistes disaient, l'apnée, c'est mental, c'est mental, c'est mental. Et quand je leur posais la question, mais qu'est-ce que c'est que le mental? Comment vous vous entraînez? Quelle est votre routine? Ils ne savaient pas me répondre. Et moi, je me suis dit, waouh, ça se trouve, tu as ça, mais je n'avais pas compris. Je cherchais la définition, et je cherchais pourquoi j'étais forte et comment je pouvais l'utiliser quand j'en avais besoin. Et ça a été le parcours du combattant. Et j'ai trouvé un préparateur mental. En tout cas, quand je suis arrivée dans le Sud, pour la petite histoire, j'ai arrêté l'apnée parce que ça a été assez dur pour moi de m'adapter à cette nouvelle région. Et donc, il a fallu que je m'installe professionnellement en tant que chirurgien dentiste. Et j'ai arrêté l'apnée pendant 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, une fois que j'étais mieux dans mes baskets et que voilà, je me suis dit, bah, rechausse la palme et vois. Et là, j'ai été subjuguée parce que j'ai découvert, c'est que non seulement j'avais rien perdu, mais en plus, j'avais progressé. Donc, j'ai compris que toutes les difficultés que je rencontrais dans la vie et que j'arrivais à transcender, j'arrivais à le transposer dans mon sport en descendant de plus en plus profond. Et là, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai dit, ça y est, je tiens mon truc. Je sais que c'est ça le mental. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse encore mieux me l'expliquer, encore mieux l'approfondir. Et à ce moment-là, j'ai crié haut et fort, je ferai 100 mètres qu'avec le mental.
bien sûr, tout le monde a ricané. Et puis eh ben, je l'ai fait, quoi. Ah ouais, bravo. On va rester un peu sur la dimension du mental. Corinne, on imagine forcément arriver dans un milieu où on n'avait jamais vu une femme à ce poste-là. Tu ne peux pas y arriver sans mental. Non, il faut un peu de caractère aussi. C'est vrai que le côté têtu était quand même bien prédominant chez moi, c'est vrai. Maintenant, le milieu masculin, c'est quand même un milieu que je connais depuis longtemps, puisque moi, j'ai commencé à jouer avec les garçons. J'ai quitté ma famille pour aller en section sportive et j'ai passé tous mes diplômes avec les garçons aussi. Donc, finalement, avant d'avoir entraîné la Ligue 2 à Clermont, j'avais déjà entraîné une équipe masculine, puisque j'avais entraîné dans un petit club à côté de chez moi les U6 garçons. Donc, ce n'était pas ma première expérience, même si beaucoup d'entre eux sortaient de l'aire de jeu et allaient ramasser les pâquerettes ou voulaient dessiner, alors que moi, j'avais préparé ma séance et je ne voulais pas y déroger. J'ai compris que cette catégorie-là n'était pas pour moi. Donc, je suis allée chez Claude avec les, avec les seniors. C'est quand même un sacré gap, quand même. Ouais, j'ai fait un peu les filles aussi entre les deux, puisque malgré tout, quand on est une femme, on ne peut aussi entraîner que des femmes. Mais malgré tout, mon club formateur, qui est Soyo, m'a aussi permis, après ma carrière d'athlète, même si pendant que j'étais joueuse, j'entraînais les U13 et les U16, j'ai même avec un dirigeant monté une section sportive. Donc j'avais vraiment envie d'aider mon club, puisqu'on n'avait pas d'argent, j'avais déjà envie d'aider mon club à monter une structure un peu de formation, même si cette structure n'était absolument pas reconnue par le ministère. Mais en tout cas, j'avais même débloqué des fonds au niveau de la Ligue, au niveau de la région, pour ça, pour récupérer de l'argent pour mon club, pour qu'il puisse me rémunérer un petit peu, puisqu'il fallait vivre un peu quand même. Donc, voilà, donc voilà un peu le parcours. Et puis après les filles, il y a eu effectivement l'appel de Claude qui a tout déclenché. Et du coup, pour rebondir un petit peu sur tout ça, on voit qu'il y a eu des moments un peu forts dans votre parcours. Est-ce qu'il y a chacune un moment où vous vous dites la barre est trop haute, je ne peux pas faire partie de ce milieu, ou c'est quelque chose qui est complètement effacé de votre langage et vous ne vous posez pas de questions, c'est l'objectif à tout prix? Parce que on peut imaginer, et dans cette salle, j'ose imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions. Non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, personne n'y a réussi, donc pourquoi moi je vais y arriver? Et pourtant, c'est le but. Pourquoi on s'entraîne, pourquoi on rentre dans quelque chose? C'est justement pour un peu dépasser les limites. Est-ce que vous avez eu ces moments-là? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui a été déterminant où vous vous dites, si j'arrive à passer ce cap, derrière, après, tout peut s'ouvrir? C'est une bonne question. Bravo. Je me suis toujours posé 10 000 questions, mais pour tout, que ce soit dans ma carrière sportive, quand j'ai commencé à commenter, quand j'ai pris ma fonction de directrice de course, quand je suis devenue maman, je me pose encore 10 000 questions. Donc, c'est, je pense, un peu ta façon d'être. Après, tu peux te poser les questions, mais il faut juste avoir le mental, même en te posant les questions, d'y aller, en te faisant confiance, en te disant que ça va bien se passer parce que tu es là où tu dois être. Et ça n'empêche que j'ai passé des très mauvaises nuits, en doutant de moi. Je ne suis pas hyper sûre de moi. Donc, mais ça n'empêche que j'y suis arrivée et que si on me demande actuellement où je serai dans 10 ans, je suis incapable de te répondre parce que j'en sais rien, je ne me pose pas ces questions-là par contre. C'est une bonne chose. On verra. Alice, toi, tu as eu un moment, un peu en fait, dur comme ça? je pense que quand j'écoute Marion et Corinne, je pense que ce qui nous a attisés encore plus, c'est de nous dire
non, non, tu feras pas du vélo, c'est trop difficile, ou non, tu feras pas du foot. Moi, on m'a dit, bien sûr, bah, mais Alice, mais enfin, tu vas pas arrêter ton métier de chirurgien-dentiste pour devenir apnéiste. Enfin, voyons. Et en fait, ça permet de faire écho, en fait. Quand l'écho que ça vous renvoie, c'est ah bah si, en fait, ça a l'air d'être cool pour moi, je le sens bien. C'est ça qui est intéressant. Et quand Marion parle des peurs, on apprend à comprendre ces peurs. La peur, elle est physiologique. On me demande souvent, avant de partir en apnée, est-ce que tu as peur? Bien sûr que j'ai peur de partir sans respirer au fond de l'eau. Et cette peur, elle est physiologique. Il faut juste que je l'écoute, qu'elle est là pour me protéger. Mais après, je gère mes émotions. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur, mais j'y vais. Hein, et je pense que c'est super intéressant de voir qu'on doute toujours. Et un peu comme dit Marion, elle n'a pas fixé de limite. Et ben moi non plus, je ne fixe pas de limite. Et c'est un peu, je suis très heureuse et très honorée que Claude Michy, le revoilà encore, m'ait proposé cette intervention, parce que jamais j'aurais pu imaginer battre des records du monde, me retrouver avec des athlètes et des parcours comme ça aussi prestigieux. Moi, il y a 3 ans, j'étais dentiste, quoi. Et il y a quelque chose de mal à être dentiste. Corinne. Bah oui, bah moi, oui, bien sûr. Bah dans une discipline où on est lié au résultat, c'est évident, quand on n'en a pas, on a envie de tout plaquer. L'avantage, c'est, on le dit, mais ça dure pas longtemps en fait. J'ai envie de dire 10 minutes après, il faut se ressaisir, il faut se rebooster, trouver des solutions pour de nouveau avancer. Et même si des fois les résultats ne viennent pas aussi facilement, je me souviens de notre première année avec le président. On n'était pas très bien au mois de février, c'était juste avant un déplacement important en Corse. Et là, les joueurs commençaient à se liguer un peu entre eux et à vouloir un petit peu ma tête à ce moment-là. Mes entraînements devenaient chiants, on faisait toujours la même chose, on ne gagnait pas un match, donc j'étais nulle. Et le président, il me dit, demain matin, vous convoquez les joueurs à la première heure dans le vestiaire, avec votre staff. Ok, président, pas de problème, c'est vous le chef. Et 3 jours après, on partait en Corse et il fallait absolument qu'on gagne, sinon l'opération maintien aurait été très compliquée. Et donc, le président dit aux joueurs, vous la voyez? Vous la voyez, la coach? Eh bien, elle va rester. Il dit, par contre, vous, si l'année prochaine, vous ne voulez pas jouer en national, eh ben, vous avez intérêt à faire ce qu'il faut. D'un seul coup, mes entraînements étaient merveilleux. J'étais la plus performante du monde et on a fait une série d'invincibilité et on finit la saison 14e. Ben, merci, président, parce que si ce jour-là, vous leur dites, vous la voyez, elle va dégager, ça aurait changé complètement ma vie. Je peux rebondir. C'est vrai qu'on parle souvent, on oppose souvent les hommes et les femmes, mais je pense que peut-être nous toutes, enfin, je ne sais pas pour Marion, mais si j'en suis arrivée là, c'est grâce à des hommes. Donc, merci pour ces mains tendues et pour nous avoir protégés et ouvert la voie. Moi, certains m'ont vraiment servi de bouclier, de garde du corps, pour m'immiscer dans des endroits où je savais que j'étais attendue au tournant et que j'avais beaucoup d'armes braquées sur moi. Et ces hommes d'exception qui nous offrent leur protection et vraiment, c'est incroyable. Avant peut-être de passer aux questions de la salle, j'imagine, et j'espère qu'il y en aura. Est-ce que vous avez chacune une phrase, quelque chose à dire qui peut être, je dirais, impactant parce que voilà, vous êtes là aussi pour faire rayonner le sport féminin et évidemment, c'est les femmes qui en parlent le mieux, j'imagine.
bip. Vous pressez pas, hein, on a le temps. Sinon, on peut commencer les questions et vous revenez après, comme vous voulez. Non, bah, c'est juste si on a un rêve ou un objectif, c'est tout simplement de se donner les moyens d'y arriver, quoi que les gens puissent dire ou en penser. À un moment donné, on est, je pense, les plus à même pour savoir ce qui est bon pour nous et ce que l'on a envie de faire. Donc, à un moment donné, il faut surtout ne pas se mettre de barrières. Je pense qu'on a suffisamment de gens autour de nous pour nous dire tu n'y arriveras pas ou tu n'as pas les compétences pour faire ci ou pour faire ça. Sauf que les plus à même pour juger ça, c'est nous-mêmes. Et puis, quand on a vraiment envie de quelque chose, ben, il faut s'en donner les moyens. Alors, on le sait, tout n'est pas facile, même quand on évolue dans un monde masculin, mais à un moment donné, il ne faut aussi ne pas se poser en victime. C'est-à-dire que c'est toujours trop facile de se dire bon, ben, je suis une femme, donc bah, c'est difficile. Oui, mais enfin, à un moment donné, on peut aussi se rendre les choses faciles et arrêter d'être toujours les victimes et prendre les choses en main. Donc, quand on en a les moyens, ben, il faut aussi le faire. Et Alice l'a dit aussi, ma vie aussi professionnelle et dans le football a été faite, m'a été donnée par des hommes. Donc, mon premier sélectionneur en équipe de France était un homme. Mon premier président de club de Ligue Pro était un homme. Donc, voilà. Et le premier qui m'a soutenue, c'était mon père. Donc, effectivement, il faut simplement se donner les moyens d'y arriver si on a envie de faire quelque chose et arrêter, nous aussi, les femmes, de se mettre en retrait ou de se mettre en victime. Et quand on a envie de faire des choses, il faut aussi prendre les choses à bras-le-corps et puis foncer, tout simplement. Et bravo. Oui, bah, bon, moi aussi, ça va être un peu plus long qu'une phrase, je crois. Non, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand j'entends Corinne parler. La vie est courte et on sait tous que la nature, elle a horreur du vide. Donc, si on ne remplit pas notre vie de ce qui est important pour nous, les autres le feront à notre place. Et donc, il faut être acteur de sa vie. Et moi, j'ai remarqué que plus c'était improbable pour les autres, plus ça me montrait ma voie, en fait. Et quand vous êtes sur votre voie, la vie sait vous le faire savoir. Voilà, encore une fois, je ne m'attendais pas à vivre tout ce que j'ai vécu avec l'apnée. Et du coup, voilà, j'ai accepté enfin que sans doute c'était ma voie. Vous pouvez l'applaudir aussi. Marion, pour finir. Je pense que ce qui nous caractérise vraiment toutes les trois, c'est la passion, tout simplement. On a beaucoup douté, on s'est beaucoup posé de questions, on a trébuché pas mal, mais finalement, on a toujours été animés par ce qu'on aimait faire dans la vie et c'est ce qui nous a porté tout simplement. Alors, pas que, hein, parce qu'il est question de rigueur. Hein, on a beau aimer un sport ou un domaine professionnel. Si derrière, on ne suit pas et qu'on ne fait pas les choses correctement, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Être honnête aussi envers soi-même, s'écouter tout simplement dans un monde où ça va toujours plus vite, où on subit beaucoup ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faut apprendre, parfois à prendre du recul aussi sur notre situation, s'observer et se demander si on est simplement heureux là où on est et à ne pas hésiter à changer de voie comme l'a fait Alice, à avoir le courage parce que c'est vraiment très, très courageux ce que tu as fait. Et je pense que peu de personnes auraient pu le faire. Et tu as eu raison. Merci. Merci pour ces vraiment belles paroles, très puissantes. J'espère que maintenant, voilà, comme on dit, hein, the floor is yours. Vous pouvez poser des questions et j'imagine qu'autant Marion, Alice que Corinne se feront un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. On sait toujours que la première est très compliquée. J'en ai déjà posé plein, donc normalement, il n'y a plus de première là. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais vous faire parler, l'une d'entre vous plus particulièrement, faire parler de connaissances et de compétences.
Et dans le sport que je connais le mieux, puisque j'en ai fait 15 ans de compétition, à savoir le cyclisme. Donc, du coup, c'est plutôt à vous, C'est pour Marion. moi. Oui, voilà. Comme des millions de Français, j'ai le plaisir de passer 3 semaines l'été par écran interposé avec un trio composé d'un journaliste et de 2 consultants, donc Alexandre Pasteur, Jaja et vous. Et l'impression que j'ai, et je ne dois pas être le seul, c'est que des 3, vous êtes celle qui connaissez le mieux le peloton. Et donc, ma question, c'est comment vous faites pour sembler avoir plus de connaissances que les 2 autres, qui se trouvent être des hommes? Merci déjà pour votre mot et de nous suivre tout au long de l'année sur France Télé. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais comment tu fais pour reconnaître les coureurs vus d'hélico je crois qu'en fait, j'ai regardé tellement de vélos dans ma vie que depuis toute petite, je les reconnais non pas à un signe distinctif, mais à leur façon de se tenir, à leur façon de pédaler. Évidemment que je vis vélo, donc je vis pas vélo que 3 semaines dans l'année. Je vis vélo aujourd'hui jusqu'à la fin de saison. Donc, je pense que ce qui se ressent peut-être à l'antenne, c'est le fait que j'ai pas l'impression d'aller au boulot quand je commente. Il y a des courses que je regarde à la télé que je commente pas et que je vais quand même passer mon temps à regarder. Et je pense que c'est capital pour avoir les bons commentaires. Et on se complète bien avec Jaja. On est plutôt une bonne équipe, on s'entend bien. Et c'est vrai qu'on est très différents dans notre façon de commenter. Mais comme on l'a dit, on ne peut pas non plus commenter de la même façon qu'un homme. Une femme restera toujours un peu différente. Et c'est ce qui fait aussi notre richesse de nos commentaires. Et il ne faut surtout pas changer ça. On s'apporte mutuellement, hommes et femmes, des plus et des plus. Et des moins aussi. Bon, et là, on va parler de plus. Une autre question? Bonjour. En dehors de votre intelligence sportive et humaine, et c'est ce qui nous ravit aujourd'hui, est-ce que votre physique, puisque vous êtes toutes 3 jolies et vous étiez athlétique et vous l'êtes encore, est-ce que c'est une donne qui pèse plus lourdement? Parce qu'un homme sportif, on ne va pas souvent lui ramener, je parle trivialement, son physique de manière systématique. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui a pesé, qui a pu peser? Et vous embêter avec ça. Non, mais j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que quand on m'a proposé ce rôle de consultante, j'étais vraiment effrayée à l'idée que les gens, quand ils allument leur télévision, ils se disent c'est qui la blonde encore qu'on nous a mis à l'antenne? Mon Dieu, elle est là vraiment parce que c'est une femme et qu'il fallait mettre son quota de femmes à l'antenne. Et ça, honnêtement, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière dans mon parcours, c'est d'avoir réussi tout de suite à montrer aux gens que non, ok, je suis une femme, de toute façon, je suis une femme, je resterai toujours une femme, mais que j'étais là parce que j'avais des connaissances et que j'ai galéré sur mon vélo, j'ai gagné des courses, mais le monde du vélo, s'il y a des connaisseurs dans la salle, c'est plus souvent des galères que des victoires d'étape. Donc, ça, tu peux pas le remplacer. Il faut l'avoir vécu, il faut le vivre, il faut avoir vécu tout ça pour le faire ressentir au public. Le public est pas bête. Il sent dans les propos quand c'est vrai, quand c'est surjoué surtout. Et j'ai pas essayé d'être une autre personne à l'antenne. Je suis arrivée dans un monde très masculin. Ils avaient tous leur façon de faire et j'ai surtout pas voulu faire comme eux. Je suis juste restée la Marion Rousse qui a vécu dans le Nord et qui a habité à Maroual, quand même, il faut le dire, un village, ça s'invente pas, un village de 600 habitants. Et aujourd'hui, malgré mon parcours, j'ai l'impression d'être toujours la même petite fille que j'étais quand je regardais les coureurs passer devant chez moi. Donc, je pense qu'il faut aussi rester honnête avec les gens et les gens le rendent bien après. Ça marche. Oui, je pense qu'en effet, c'est vrai que d'être authentique, c'est ce qui fait la différence et d'être, voilà, de travailler, de faire les choses le plus
sérieusement possible en fonction de nos ressentis et de notre instinct et d'accepter du coup des fois quand on fait des erreurs de l'assumer aussi. Et du coup on est complètement de pas donner ce qu'on attend de nous en fait. Et bon, ça joue des tours un petit peu. Moi je suis dans un sport d'eau et je vois un journaliste un jour qui me dit ah j'ai eu un journal, un grand journal, c'était Paris Match, et il me dit par contre, ils veulent des photos en bikini. Et ces photos-là en particulier, je les aimais pas. Et je dis, il n'y aura pas de Paris Match, quoi. Et donc, c'est pas facile d'assumer des fois de dire non à des grands journalistes, à des grands magazines, parce qu'on sait que potentiellement, ça peut avoir de l'impact sur notre visibilité dans un sport très peu connu. Et je suis très fière d'avoir dit non. Ils m'ont dit ah pourquoi tu veux pas alors là c'était la cerise sur le gâteau. Ils m'ont dit ils ont trouvé très frais et très bankable. J'ai dit bah alors d'autant plus. Donc et alors non pas que on me verra jamais en bikini, mais c'est moi qui l'aurais décidé et de la manière dont j'aurais décidé. Et donc, des fois, c'est les sports un peu comme ça, les surfeuses, hein, il faut qu'on soit en bikini, il faut qu'on soit la belle femme. Et j'ai voulu, un peu comme toi, Marion, être vigilante sur le fait que je ne voulais pas qu'on dise « Ah, la jolie blonde qui fait des performances ». Je voulais qu'on dise la performeuse, ah, elle est jolie. Voilà. Et faire attention de ne pas tomber dans ces travers. Voilà. Donc, bon, comme vous l'aurez vu, moi, je ne suis pas blonde, donc je n'ai pas eu les mêmes problèmes. Mais c'est vrai qu'après notre carrière de joueuse, c'est important de faire attention à soi, d'autant plus quand on devient un personnage un peu public. Et puis surtout de conserver une activité sportive à un moment donné dans notre métier. Ça fait du bien aussi, ça permet de s'échapper. Ça permet à un moment donné, pendant 1 heure, de ne plus penser à rien. Et puis, j'ai envie de dire, même si le temps passe et que l'on vieillit, moi, à un moment donné, j'avais du mal à vieillir et dès que je faisais une activité comme quand j'avais 20 ans, j'avais mal partout. Et je me suis dit, je ne veux plus souffrir. J'ai fait tellement de sacrifices dans ma carrière et j'avais plus envie d'avoir mal. J'avais vraiment plus envie, comme quand je m'achète une paire de chaussures neuves. Maintenant, je prends une pointure au-dessus parce que je ne veux plus avoir mal aux pieds. J'ai plus envie d'avoir mal, jamais. Voilà. Et donc, du coup, il a fallu que je me trouve d'autres disciplines où mon corps l'accepte, où je puisse quand même avoir une dépense physique parce que c'est important pour moi, parce que j'ai besoin de ça. Faire du yoga, ça ne me va pas, c'est pas pour moi. Donc, il me faut quand même une dépense énergétique. Et il a fallu que je trouve ces disciplines. Donc là, je les ai trouvées, voilà, et ça permet non seulement d'être bien dans son corps, mais d'être bien dans sa tête aussi. Et puis, comme je suis quelqu'un qui ne souriait pas beaucoup, si en plus j'avais du poids, je ne sais pas ce qu'auraient dit les journalistes de moi. Donc, Une dernière question. J'ai le mérite de la dernière question. Pascal Thibault, je voudrais commencer par exprimer une double admiration. D'abord, une admiration au parcours que vous venez de décrire, qui est absolument impressionnant. Cette admiration, on peut la partager avec d'autres sportifs, voire masculins, Renaud en tête. Mais le deuxième volet, c'est que ça s'est développé dans des conditions qui ne sont pas forcément naturelles. Et c'est là les obstacles que rencontrent peut-être davantage les jeunes femmes. Ma question, ce serait la suivante. Ces parcours d'exception, ça peut à la fois faire rêver, mais ça peut aussi faire très peur. Et il y a quelque chose qui me semble manquer pour avoir vu pas mal d'équipes féminines, c'est la manière de donner de goût du sport, ou que les jeunes femmes s'autorisent à avoir le goût du sport pour pouvoir éventuellement avoir l'occasion de découvrir des talents de sportifs de haut niveau. Mais en tout cas, avoir le goût du sport.
quel message vous pourriez passer aux jeunes femmes pour les inciter à avoir le goût du sport et le goût et la pratique du sport? Et puis certaines d'entre elles seront peut-être des grandes championnes si elles ont le caractère que vous avez. Alors, je vais commencer. Moi, donc du coup, j'étais pas du tout sportive et la manière dont on nous enseignait le sport à l'école, je trouvais ça nul. Enfin, en tout cas, ça me donnait pas envie. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est voilà, déjà les émotions qu'on pouvait ressentir à travers le sport. Et la deuxième chose, c'est la connaissance de soi, ce qu'on découvre sur son corps, la manière de mieux gérer ses émotions. Moi qui étais hypersensible, donc du coup, ça m'a sauvé la vie, quoi. Donc, vraiment, c'est se découvrir et d'apprendre comment notre corps fonctionne, le potentiel de notre corps et de le vivre à travers sa chair. Je crois que c'est vraiment, je me dis mince, bon, heureusement que je vis ça à travers l'apnée parce que j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à commencer plus tôt. Voilà. Pour ma part, s'il y a bien une chose dont je suis très fière avec le Tour de France Femmes, c'est justement de pouvoir donner des vocations aux petites filles qui vont pouvoir enfin s'identifier à des championnes. Du cyclisme masculin, on en a toujours vu, il y a des millions de Français qui sont toujours devant leur télévision pendant le mois de juillet. Et malgré tout, on voyait que des hommes, donc c'était quand même compliqué pour des petites filles de se dire un jour, bah, moi j'ai envie de faire du vélo. Alors que maintenant, on se rend compte, et alors que moi je suis quelqu'un de très pudique avec mes émotions et j'aime pas pleurer, bah, je me suis retrouvée quand même à pleurer dans la voiture de direction de course pendant le Tour de France, parce que je voyais pendant les étapes du Tour de France Femmes, mais un nombre incalculable de jeunes filles qui étaient là avec les casquettes vissées sur la tête, les banderoles, allez les femmes, allez les championnes. Et je me suis revue, moi gamine, je me suis dit, mais quel bonheur ça aurait été de pouvoir m'imaginer un jour faire la plus belle course au monde. Et de donner déjà la possibilité de rêver à ces jeunes filles, c'est déjà un grand pas en avant qu'on leur donne. Parce que maintenant, quand on va allumer la télé et qu'on va voir des filles sur un vélo, ce ne sera pas une curiosité, mais ce sera juste la normalité. Et ça, c'est une grosse avancée. Pour nous, c'est un peu le cas au niveau du football aussi. C'est vrai que la médiatisation aujourd'hui de notre discipline fait que, comme Marion vient de le dire, les jeunes filles qui pratiquent le football aujourd'hui peuvent s'identifier à des joueuses de football et non plus à Zidane ou à Platini à l'époque. Aujourd'hui, elles s'identifient à des joueuses de football et c'est plutôt bien. Et je sais qu'aujourd'hui, les parents aussi sont beaucoup moins réfractaires qu'à mon époque de mettre aussi leurs enfants dans les écoles de foot le mercredi après-midi parce que non, ça ne déféminise pas de jouer au football parce que ça, on en a entendu aussi parler. Et que le football n'est pas un sport dangereux. Alors oui, c'est un sport de contact, mais c'est pas dangereux. Donc c'est important aussi pour nous aujourd'hui que tous les parents puissent laisser leurs enfants et notamment leurs filles pratiquer le football. Renaud, tu veux conclure peut-être? Sinon, on va passer un temps de photos. On va vous demander encore 5 minutes de patience et d'attention. Derrière, il y aura un petit verre de l'amitié autour du sport féminin à la buvette de la Maison des Sports. Renaud, un petit dernier mot avant de passer aux photos? J'ai pas le choix. De toute façon, à la méthode Claude, j'ai jamais le choix. Donc, non, écoutez, déjà, merci à toutes les trois. Je pense que même moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses et aussi beaucoup de similitudes. Donc, je pense que c'est aussi important à vous de vous rendre compte que les étapes qui ont été un peu cruciales que vous avez pu avoir, même moi, en tant qu'homme, j'ai pu les connaître. Après, il est évident que j'arrivais pas dans un
milieu qui était déjà conquis pour les hommes. Et c'est là où la plus grande étape a été franchie pour vous. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'était très enrichissant. Je pense qu'on peut remercier et faire un tonnerre d'applaudissements à Claude parce qu'il était présent tout le temps. Du coup, on va appeler monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, si vous voulez bien remonter sur scène pour une petite photo avec nos 3 personnalités. On appellera ensuite nos partenaires privés, bien sûr les présidents des clubs. Les partenaires privés, allez-y. Je sais que Jean-Marc est là. La marque Auvergne aussi.